Nouveau confinement, série d'attentats, le choc, la sidération, nos vies sont bouleversées depuis des mois et notre morale est atteinte. Alors la santé mentale des Français est-elle en danger? Pour y répondre ce soir, notre invité Nicolas Franck. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier, c'est à Lyon, et vous avez mené une grande étude sur les effets du premier confinement sur le moral des Français, mal-être, phobie, déprime. Tous vos résultats très étayés sont compilés dans ce livre, Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'Odyssée du confinement, c'est aux éditions Odile Jacob. Le tableau est assez noir. Est-ce que ça veut dire qu'on déprime forcément quand on confine? En tout cas, une chose est certaine, c'est que l'être humain n'est fait ni pour être enfermé, ni pour être isolé. Alors déprimé, peut-être pas, mais se sentir mal, se sentir contrarié, anxieux, ne pas bien voir un avenir positif, oui, ça c'est certain. Et le pire, dites-vous, c'est quand on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Alors là, ça en rajoute dans l'anxiété. Un des éléments majeurs, un des facteurs majeurs de l'anxiété, c'est la perte de maîtrise. Alors le fait de ne pas savoir combien de temps cela va durer, le fait de ne pas savoir vers où on va, ça rajoute effectivement aux perspectives sombres. Et donc, pouvoir maîtriser la durée du confinement, c'est ce que j'avais dit au printemps, et je pense que c'est encore pareil maintenant, ça donne une possibilité à la personne de se projeter au-delà. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir dire d'emblée si ça va être long ou pas long. C'est tout ce qu'on ne fait pas. Et oui, on est par petits bouts. Au début, au printemps, ça avait été 2 semaines, puis 4. Et je pense que les expériences étrangères nous montraient qu'il fallait au minimum 6 à 8 semaines. Autant le dire d'emblée, effectivement. Et là, rebelote finalement. L'épidémie ne va pas s'éteindre dans un mois, donc oui. Vous dites qu'il faut dire aux Français dès aujourd'hui, ça va durer au moins pendant 2 mois. Je pense que plus on prend les Français pour des adultes, mieux ça se passera. Et moins il y aura d'effets aussi délétères finalement sur notre santé. Complètement, c'est évident. Pendant le premier confinement, justement, vous avez, grâce à votre étude, compilé et repéré tous les impacts que ça a pu avoir, alors physiquement, mais aussi mentalement. Puis il y a une étude aussi qui a été faite par Odoxa, et alors avec ces chiffres qui sont assez impressionnants. 5 500 000 Français qui ont consommé davantage d'alcool pendant le confinement, un fumeur de cannabis sur 4 qui a augmenté sa consommation, et 22% des Français qui ont augmenté leur consommation de somnifères. Ça vous a surpris, ces chiffres? Non, pas du tout, non. Effectivement, on enferme les gens et on laisse la possibilité d'acheter de l'alcool. On ne peut pas acheter de livres, on peut acheter de l'alcool. C'est un symbole d'ailleurs très particulier. Oui, pour la santé mentale, ça n'est pas spécialement bon, effectivement. Il faut bien passer le temps, donc les gens se replient sur les choses qui sont à leur portée. Mais on est quand même sur des addictions, là, quelque chose qui est de la sorte, des addictions, ça va plus loin que juste un grignoter un peu plus que d'habitude ou regarder la télé un peu plus que d'habitude. Complètement, oui, attention aux addictions aux écrans. La principale addiction qui a explosé, ce sont les écrans. Dans l'enquête, on voit 66% d'augmentation. 2 Français sur 3 ont augmenté leur consommation de manière très notable et 1 sur 6 ne la contrôlait plus pendant le premier confinement. Concrètement, ça se traduit comment? Le fait d'être tout le temps fourré sur un jeu en ligne de plateau, le fait d'être tout le temps fourré sur des séries télévisées. Attention aux parents, ne laissez pas vos enfants se mettre là-dedans. Là, il y a vraiment un moment très crucial. Parce qu'ensuite, ça a des effets. Du coup, quels effets vous avez pu repérer sur... Le problème, c'est de ne plus pouvoir s'arrêter. Pour les enfants, ça va être la scolarité. Pour les adultes, c'est de se replier dans un monde qui n'est pas le monde réel et finalement d'aggraver ces phénomènes de difficultés mentales. Est-ce que ça risque d'empirer avec le deuxième confinement? Je pose la question parce qu'on pourrait se dire oui, évidemment, mais en même temps, il apparaît plus léger. On a aussi une certaine habitude, puisque on a eu une répétition avec le premier confinement. Oui, ceux pour lesquels ça s'est bien passé, ou ceux qui peuvent travailler, pas de souci, mais ceux pour lesquels ça s'est mal passé, qui se retrouvent dans les mêmes conditions, les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, ils vont ressentir les mêmes émotions, la même difficulté, et ils vont repartir de là où ils en étaient restés. Et qui plus est, nous sommes en automne, la luminosité baisse, il y a un phénomène de dépression saisonnière qui vient s'ajouter, donc ça va être plus difficile pour ce confinement que pour le premier. En fait, on est météo-sensible, et ça, vous l'avez d'ailleurs souligné dans votre livre, qu'en effet, le fait d'être confiné, mais même finalement l'été aussi, ça peut jouer si on est dans un espace assez sombre, ça joue sur notre morale, le fait d'être assez peu dehors, notamment le matin. Tout à fait, nous sommes très sensibles à la lumière, c'est absolument indispensable pour l'être humain. Et être enfermé dans le noir, c'est pire que d'être enfermé en pleine lumière, c'est certain. Donc il faut faire attention à cela. Il faut sortir, il faut utiliser l'heure de sortie, et il faut garder de l'exercice physique pour supporter cette période. Vous continuez à recevoir des patients en ce moment, et puis aussi depuis le premier confinement. Que vous disent-ils? Qu'est-ce que vous avez repéré dans l'évolution de ces patients? C'est très hétérogène. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent de la période, qui ont beaucoup souffert de la première période, qui ont souffert cet été de l'apparition des restrictions. Pendant la première période, j'ai pu voir des gens anxieux, des gens déprimés, des gens qui aggravaient leurs troubles psychiatriques antérieurs, mais aussi même des burn-out,
pour des personnes qui télétravaillaient, qui mélangeaient le temps privé et le temps professionnel. Il n'y avait plus de limite entre les deux, en particulier pour ceux qui vivaient seuls. Et puis là, la détresse revient, les étudiants sont de nouveau coupés de leur université, de leur faculté, sont tout seuls, fermés dans de petites surfaces. Donc c'est un moment très difficile pour eux. Les étudiants, justement, vous le soulignez, hein, ça fait partie des principales victimes, en tout cas d'un profil fortement touché par le confinement. Complètement, ça a été plus difficile pour les jeunes pendant le premier confinement. Les jeunes, leur avenir est à construire. Ils ont une incertitude du point de vue financier, ils sont dépendants de leurs parents, ils vivent souvent dans de petites surfaces à une grande distance de leur famille, effectivement. Et là, ils se retrouvent fermés dans ce petit studio. Bah oui. Leurs projets, parfois aussi, de voyage à l'étranger ou d'études à l'étranger sont stoppés. Oui, c'est ça, c'est une catégorie de population dont il faut prendre soin. C'est vraiment le moment de le faire, oui. Certains hôpitaux parlent aujourd'hui de vagues psychiatriques. Des médecins qui recevaient 6 patients par jour parlent de 25 patients, 30 patients par jour. Est-ce que c'est ce que vous craignez aussi là dans les mois qui viennent ? Alors il faut à la fois le craindre et puis à la fois le souhaiter, parce que si les gens viennent, ça veut dire au moins qu'ils font une demande d'aide, donc ça c'est positif. Après, il faut que nous puissions répondre à cette demande d'aide. Un collègue hier soir me disait que 30% d'augmentation avait été observée dans les consultations de psychiatrie d'urgence. Donc est-ce que nous le pourrons ? Il faudra nous réorganiser au maximum, mais il va falloir effectivement renforcer un petit peu nos dispositifs. Vous avez les moyens pour vous réorganiser, pour recevoir ces 30% de personnes en plus qui ne se sentent pas bien ? Alors si c'est 30%, ça va être difficile. Ce que nous faisons, c'est que nous créons des consultations spécifiques Covid, nous faisons de l'anamnèse, c'est-à-dire reprendre ce qui s'est passé pendant le confinement, pendant le post-confinement, comment les gens l'ont vécu, comment ils se projettent au-delà. Donc nous avons monté des petits dispositifs, mais ce sont des petits moyens locaux. Vous pensez que la santé mentale, finalement, des Français, c'est un peu la grande oubliée de ce confinement ? Parce que quand on vous entend, on a l'impression qu'il n'y a pas de dispositif particulier qui a été mis en place, à part évidemment vos efforts, mais de chacun, ponctuel, dans tous les hôpitaux, mais pas un effort commun de la part des autorités. Je pense qu'il faut voir ça de manière très globale. La santé mentale, c'est un plan important de notre santé. Nous avons tous une santé de notre cœur, de nos vaisseaux physiques, de notre peau, mais nous avons aussi une santé mentale. Et nous ne pouvons pas être heureux si cette santé mentale n'est pas de bonne qualité. Donc c'est important d'en prendre soin, effectivement, dans cette période où elle est très éprouvée. Pour comprendre l'impact du confinement, vous vous êtes demandé comment ça se passait dans d'autres professions qui sont d'office confinés parce qu'on est astronaute, spéléologue ou navigateur en solitaire. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré ? Eh bien, que tout d'abord, être enfermé, c'est toujours difficile pour l'être humain. Il y a toujours des conséquences, quelles que soient les circonstances, mais que c'est d'autant plus facile que c'est préparé et volontaire. Les astronautes ou les spéléologues, ils choisissent d'aller dans la station spatiale ou dans un gouffre et d'y rester tant de temps. Ils s'entraînent auparavant. Parce que certains, ils restent très longtemps. Vous donnez des exemples de spéléologues qui vont rester très longtemps dans un espace-temps complètement bouleversé. Oui, et on voit que ça a des conséquences. Ça les désorganise complètement. Et ensuite, ils rattrapent tout de même cet équilibre. Oui, bien sûr, pour la plupart. Après, il y a des prisonniers qui sont cités dans le livre, qui vivent ça mal et qui ne rattrapent pas cet équilibre, qui rentrent dans la souffrance et qui y restent. Vous parlez de Mandela, justement, en prison, qui a finalement vécu pendant des dizaines d'années une sorte de confinement forcé et auquel il s'est adapté. Oui, et qui a pu vraiment prendre cette période positivement, se projeter au-delà. Il a gardé l'exercice physique, il le dit bien. La pratique d'un exercice physique régulier était salutaire pour lui. C'est un ancien boxeur. Voilà. Et donc, en fait, chacun doit trouver la manière de faire face à une telle situation. Alors, quel dernier conseil vous pourriez donner à tous ceux qui nous regardent ce soir ? Je pense qu'il faut structurer ses journées, structurer sa période, se fixer des objectifs au quotidien, des objectifs sur toute la période du confinement. Pas trop, c'est ça ? Pas trop, ne pas se mettre de pression. Le but, c'est de faire quelque chose qui est plaisant pour soi, qui permette de s'emparer activement de la période, de la supporter en la maîtrisant un petit peu plus, et puis être capable de se projeter au-delà pour garder de l'espoir. Oui, vous dites, c'est comme un plan de retraite. Si la personne n'a rien prévu, au bout de quelques mois, elle s'ennuie. Complètement. Et puis, quand on s'ennuie, on risque d'aller mal. Ok, alors donc on essaie de tous anticiper comme on peut. Voilà. Pour traverser cette période très difficile. Merci à vous. Merci, professeur Nicolas Franck. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui nous emmène à nouveau à New York pour suivre cette élection présidentielle folle. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.